Vous avez établi une bonne stratégie, vous n'avez plus qu'à commencer à investir, mais vous faites face au premier problème, comment savoir quel ETF choisir parmi les milliers qui existent sur le marché. Bonjour à tous, c'est Clément, entrepreneur et investisseur, et aujourd'hui on va parler des ETF, comment les trouver, quelles valeurs il va falloir regarder, quels paramètres prendre en considération pour sélectionner le meilleur ETF pour sa stratégie. Tu dois t'en douter, mais sélectionner un ETF, ça ne doit pas être fait à la va-vite, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ta stratégie, puisque comme on l'a déjà vu sur cette chaîne YouTube, on part pour investir pendant plusieurs années. 5 ans, 10 ans, voire même 30 ans pour les horizons les plus long terme. Il va donc falloir choisir ton ETF convenablement pour pouvoir le maintenir et le conserver durant ces dizaines d'années. Pour ce faire, on va voir tout au long de la vidéo différents critères qui peuvent être intéressants à prendre en considération pour essayer de tirer et de ressortir du lot les 2, 3 ou 4 ETF les plus intéressants par rapport à ta stratégie. Je te propose qu'on entre directement dans le vif du sujet en abordant les différents critères qui me semblent les plus importants. Le premier, c'est l'indice répliqué. On l'a déjà évoqué et a priori, si tu as d'ores et déjà établi ta stratégie, tu sais qu'il faut te diversifier. C'est la base numéro 1 de l'investissement long terme, il faut une diversification, qu'elle soit au niveau du secteur géographique, mais aussi du secteur d'activité, taille d'entreprise, etc. Au plus tu peux te diversifier, au mieux ce sera pour ton investissement long terme. L'intérêt, je te le rappelle encore une fois, c'est d'éviter le risque spécifique. On a évidemment toujours des risques, le risque de marché, on ne peut pas l'éviter, on y fera forcément face à un moment donné. En revanche, le risque spécifique lié à un seul secteur d'activité, une seule zone géographique ou un seul type d'actif, celui-ci, on peut l'éviter ou tout du moins le réduire en se diversifiant. Pour ça, choisis le bon indice. Encore une fois, ton ETF va répliquer un indice boursier. Il faut donc que tu te bases sur un indice boursier qui entrera dans ta stratégie, c'est-à-dire un indice boursier diversifié qui va toucher aussi bien des grosses capitalisations que des plus petites, qui va toucher l'Union européenne comme les États-Unis et les pays émergents. En bref, l'indice le plus diversifié possible. Tu le sais, de nombreux ETF existent qui répliquent de nombreux indices. Je te conseille, notamment si tu es débutant, de te tourner vers des ETF plutôt larges. A l'inverse, évite de te tourner vers des ETF qui sont peut-être un petit peu trop spécifiques. Prenons par exemple le Nasdaq 100. A-t-il une place dans un portefeuille de débutant? Je ne suis pas sûr. Si on met en comparaison l'indice du Nasdaq 100 par rapport à celui du MSCI World, on se rend effectivement compte que le Nasdaq 100, donc qui est orienté vers le secteur des nouvelles technologies, est quant à lui beaucoup plus volatile. Forcément, puisqu'on est lié au risque spécifique. Si les technologies connaissent une période un petit peu plus creuse, on n'aura rien pour rattraper derrière. Forcément, l'indice n'est basé que sur ça. Si on a une chute, on a une chute et rien pour compenser. À la différence, le MSCI World que vous voyez, certes, est un petit peu moins performant, mais cependant beaucoup plus linéaire et beaucoup moins volatile. En effet, on a du secteur technologique à l'intérieur. Cependant, si la technologie est en régression, on va avoir peut-être un autre secteur comme l'immobilier ou les finances qui lui va peut-être mieux performer pour compenser et lisser la performance moyenne de l'indice. Encore une fois, pour illustrer ce problème lié au risque spécifique lorsqu'on investit sur un indice qui est bien trop spécialisé dans un domaine, on reprend une fois de plus le Nasdaq 100 lors de la crise de la bulle d'Internet dans les années 2000. On voit bien qu'il a connu une chute colossale de près de 80%, duquel il a mis énormément de temps à se remettre. Si on le met en comparaison avec un indice comme le S&P 500, qui est un indice plus large au niveau des secteurs d'activité et des entreprises qui le composent, on se rend bien compte qu'en effet, on a quand même une baisse sur le S&P 500. Cependant, elle est beaucoup plus lisse et beaucoup moins impressionnante que celle qu'a connue le Nasdaq. Prenez donc bien en considération dans votre stratégie l'indice que vous souhaitez répliquer, c'est nécessaire. Le deuxième point, ce sont les frais. On en a déjà parlé encore une fois sur cette chaîne YouTube, mais les frais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Les frais liés aux ETF seront principalement nommés comme des frais de gestion ou appelés TER. Ce sont les frais mis en place par la société émettrice et la société de gestion de l'ETF pour la gestion de ce dernier. Encore une fois, je vais prendre un exemple pour vous illustrer l'impact des frais et que vous réalisiez vraiment à quel point c'est nécessaire. Prenons un investisseur qui place 100 000 € à 8% pendant 30 ans. Cet investisseur, on aura 3 cas de figure. Le premier cas, il n'aura aucun frais. Le second cas, il aura 1,5% de frais. Et le troisième cas, il aura 3% de frais. Dans le cas numéro 1, où l'investisseur n'a aucun frais, au bout de 30 années, c'est 100 000 € placés à 8% sur 30 ans, lui auront rapporté 1 6 265 €. Dans le second cas, où notre investisseur aura 1,5% de frais, son investissement final lui aura finalement rapporté 661 436 €. Et enfin, dans le dernier cas, pour notre investisseur qui a malheureusement 3% de frais sur son investissement, ce dernier ne lui aura pas rapporté 1 million ou 600 000, mais 432 174 €. Finalement, quand on prend du recul, entre le premier investisseur qui n'a pas payé de frais et le dernier qui a payé 3% de frais, 3% ça peut vous sembler peu, mais finalement, sur les années après 30 ans, ça représente une moins-value de 574 000 € par rapport au premier investisseur.
Ce qu'il faut que vous compreniez par là, c'est que les frais ne sont absolument pas à négliger. Vous devez les prendre en considération lorsque vous sélectionnez votre ETF. En moyenne, un ETF avec des frais de 0,3 ou moins est un bon ETF. Dès lors où il commence à dépasser les 0,3% de frais de gestion, commencez à regarder autre part, vérifiez si vous n'avez pas d'autres alternatives plus intéressantes. Le troisième élément à prendre en considération qui peut être intéressant lorsque vous souhaitez sélectionner un ETF, c'est la tracking différence. De quoi il s'agit? La tracking différence, c'est tout simplement la fidélité avec laquelle l'ETF va répliquer son indice de référence. La majorité des ETF parviennent à répliquer à la perfection leur indice de référence. Certains vont avoir une légère tendance à sous-performer, tandis que d'autres vont avoir une légère tendance à surperformer leur indice. Comment cela s'explique? Cette légère sous-performance ou surperformance de l'ETF par rapport à son indice de référence est très généralement due à la société émettrice, à la société de gestion de l'ETF en question. Certaines sociétés vont avoir une gestion extrêmement intéressante et extrêmement bonne, permettant à leur ETF de surperformer légèrement l'indice de référence, de par un glissement fiscal réduit ou tout simplement une meilleure gestion en enlevant de temps en temps certaines entreprises qui sous-performent de l'indice de référence pour essayer d'optimiser légèrement la performance. D'autres, quant à elles, vont échouer à cette mission-là, où on va avoir des frottements fiscaux trop importants à cause de transactions inutiles, et finalement légèrement sous-performer par rapport à leur indice de référence. Un autre point important par rapport à la tracking différence, c'est que les frais sont déjà pris en considération dans la tracking différence. Ça peut donc être un élément intéressant dans votre comparaison. Mettons que vous ayez sélectionné deux ETF qui semblent intéressants et que vous n'arrivez pas à les départager. Les deux ont les mêmes frais, les deux ont un encours sous gestion intéressant, nous verrons ça juste après. Bref, tous les critères de la vidéo sont respectés, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Regardez la tracking différence. Une tracking différence légèrement meilleure qu'un autre ETF peut être une forme de fiabilité pour l'avenir. Pour vous illustrer ce principe de tracking différence, voici un graphique simple tiré de Google Finance qui met en comparaison le S&P 500 Net Return avec le S&P 500 ETF BNP Paribas. Vous remarquez très bien que l'ETF se suit, majoritairement la performance reste identique. Cependant, de temps en temps, BNP Paribas parvient à légèrement surperformer l'indice de base pour avoir finalement une performance à l'année supérieure à son indice de référence. Quatrième point, regardez l'encours sous gestion de votre ETF. Au plus un ETF aura d'encours sous gestion, au plus il sera entre guillemets fiable. Je m'explique. Un ETF avec peu d'encours sous gestion est un ETF qui est potentiellement peu liquide. Ça va nous poser deux problèmes. Déjà, dans un premier temps, il sera plus compliqué de vendre votre actif s'il est relativement peu liquide. Le second point qui vient se présenter, on l'a déjà évoqué dans la vidéo sur les frais, c'est le spread. Le spread, c'est l'écart, commission inclus, entre l'achat et la vente en passant par un courtier. Le problème de ce spread, c'est que sur un actif peu liquide, il devient extrêmement élevé. C'est des frais supplémentaires que l'on va absolument éviter. En moyenne, pour un PEA, un bon encours sous gestion sera plutôt autour des 30 millions ou plus, tandis que pour un compte titre qui offre beaucoup plus de disponibilité avec des ETF internationaux, on va plutôt s'orienter pour un minimum de 100 millions. Vous le voyez ici, je vous ai présenté deux exemples. Le premier est un ETF iShares MSCI Emerging Market, donc concernant les pays émergents, et vous pouvez voir que son encours sous gestion est extrêmement important. On est à plus de 20 milliards, presque 21 milliards d'encours sous gestion. Autant vous dire que cet ETF est extrêmement fiable. Le second, quant à lui, concerne aussi les pays émergents, donc le MSCI Emerging Market, mais est émis par la société SPDR. Là, on remarque que son encours sous gestion n'est pas de 20 milliards, mais de 643 millions d'encours sous gestion, ce qui reste extrêmement important. Ce qui est énorme là aussi, donc pas d'inquiétude avec ces ETF. En 5, la politique de versement des dividendes de l'ETF. Extrêmement important, elle doit là aussi être en accord avec votre stratégie et avec votre enveloppe fiscale, qui est un point que nous verrons juste après. Pourquoi? Un ETF, nous l'avons déjà vu, il existe soit en capitalisant, soit en distribuant. Il s'agit de la politique de versement des dividendes. Une politique de versement en dividendes distribuant signifie qu'à chaque fois qu'un dividende devrait être versé, il sera versé dans un compte cash. Autrement dit, il n'est pas directement réinvesti dans l'ETF. En revanche, un ETF capitalisant signifie que le dividende n'est pas perçu, mais directement réinjecté dans l'ETF pour générer plus d'intérêts composés. La meilleure méthode pour scale et pour avoir un investissement long terme intéressant, c'est évidemment de partir sur du capitalisant. D'autant plus que les dividendes posent certains problèmes. Dans un premier temps, il y a tout un aspect de détachement du dividende. Autrement dit, lorsqu'un dividende est détaché, la valeur de l'ETF réduit. Finalement, pas nécessairement intéressant de retirer le dividende, sauf si on a réellement envie de se verser un salaire. Le deuxième élément concernant les dividendes, c'est que moyennant l'enveloppe fiscale dans laquelle vous êtes, ça peut poser de nombreux problèmes. Dans un PEA, pas de souci. Cependant, si vous êtes dans un compte titre, le versement du dividende provoquera l'imposition. On a un abattement sur les comptes titres de 40% pour les dividendes sur l'impôt sur le revenu, mais ça reste tout de même une imposition qu'on n'a pas envie de voir se déclencher. Si ces dividendes vous les percevez et que vous souhaitez les réinvestir dans un ETF, que ce soit celui dont provient la dividende ou dans un autre ETF, vous allez engendrer des frais de courtage. Des frais de courtage, ce sont des frais lors de l'achat d'un ETF. Ce sont des frais supplémentaires que nous ne voulons pas et que nous aurions pu éviter.
orientez-vous principalement sur du capitalisant, ça vaut. Enfin, dernier point à prendre en considération, choisissez convenablement votre enveloppe fiscale. Pas de secret, on en revient aux bases, on va avoir principalement un PEA, une assurance vie et un compte titre. Sélectionnez-les efficacement. Déterminez ce sur quoi vous souhaitez investir et trouvez les ETF qui correspondent dans votre enveloppe. On l'a déjà vu, nous avons beaucoup moins d'ETF sur un PEA. C'est normal, il est réglementé en Europe, nous n'avons donc pas accès à tous les ETF américains. Certains, avec des méthodes de réplication swap, peuvent être intéressants et nous offrent l'accès à certains ETF américains en Europe. Prenez le temps de les sélectionner, les frais sont cependant légèrement plus élevés. Reprenez donc tous les éléments que nous avons vus précédemment pour être certain qu'il entre dans votre enveloppe et qu'il sera intéressant à détenir. Vous avez maintenant un plutôt bon bagage concernant les différents éléments qu'il faut regarder lorsque l'on se procure un ETF. Nous allons maintenant voir ensemble comment trouver ces différentes informations. C'est bien, vous savez qu'il faut regarder l'encours sous gestion, vous savez qu'il faut inspecter les frais, qu'il faut regarder la tracking différence, mais comment trouver tous ces éléments et surtout comment comparer deux ETF différents. Je vais vous le montrer, on va passer directement sur mon ordinateur pour vous présenter tout ça. La première chose à faire lorsque vous souhaitez trouver un ETF, c'est de vous rendre sur des sites de comparaison. Des sites qui vont vous présenter un listing de différents ETF. Vous aurez la possibilité d'utiliser des filtres pour les comparer, pour affiner votre recherche, en sélectionner plusieurs qui vous semblent de prime abord intéressants et ensuite les mettre en comparaison tous ensemble, aller regarder individuellement chacun des éléments pour savoir si oui ou non il entrera dans votre portefeuille. Je vous conseille deux sites, Tracking Site ou alors JustETF. JustETF est extrêmement bon, de nombreux filtres existent, il est très simple à prendre en main et personnellement c'est celui que je vais vous montrer. Donc à partir de maintenant, on passe sur l'ordinateur. Nous voilà du coup sur JustETF, je vais vous montrer un petit peu comment le prendre en main. Donc vous tapez simplement JustETF dans Google et vous tomberez directement dessus. C'est le premier lien, tout simplement. L'accueil ressemble à ça. Une fois que vous êtes là-dessus et que vous souhaitez rechercher un ETF, mettons que vous ayez préparé votre stratégie, vous savez que vous voulez un ETF par exemple MSCI World, on va taper tout simplement MSCI World. On fait rechercher. Une fois qu'on est dedans, on a déjà un listing très complet des différents ETF qui existent concernant le MSCI World. On clique sur Show All Result et là on voit du coup qu'on va avoir 171 ETF différents concernant le MSCI. Alors évidemment, il y en a énormément qui ne vont pas nous intéresser. Nous, on veut filtrer. Alors déjà, ce qu'on peut regarder, a priori, ils sont quand même rangés par ordre de popularité. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression quand même quand on regarde. C'est un petit peu rangé par encours sous gestion. Donc a priori, déjà, on a un bon ordre d'idée. Qu'est-ce qu'on peut aller rechercher? Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt du PEA. Mettons que vous souhaitiez affiner un petit peu votre recherche pour rechercher des choses plus particulières. Là, en l'occurrence, vous recherchez du PEA. Là, vous descendez et vous voyez qu'on a écrit PEA éligible. Donc là, on clique sur PEA. Et ça ne nous met que ceux qui sont éligibles au PEA. Je vais vous faire un tour rapide dans les filtres pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qu'on a. Alors, tout ce qui va être Saving Plan ETF, c'est tout simplement les brokers qui vous permettent de placer des parts d'ETF, ce qui n'est pas disponible partout. Et en fait, ça, c'est les deux qui peuvent le faire, donc Trade Republic et Scalable Capital. Donc, ça vous permet directement de filtrer les ETF disponibles pour mettre des parts d'ETF, en plus avec des achats réguliers programmés en amont. Vous allez avoir donc éligible au PEA, l'ancienneté de l'ETF, la taille du fonds, la méthode de réplication, donc synthétique, physique optimisée, enfin vous allez avoir un petit peu tout. Les providers, ça va tout simplement être les sociétés émettrices, donc là on va avoir du Amundi ou du iShares. Le lieu de domiciliation du fonds, vous allez avoir si le fonds est hedgé ou pas hedgé. Enfin bref, vous allez avoir énormément d'informations intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir. On va retrouver aussi les places boursières. On sait qu'il est plus intéressant d'acheter quand on est en France pour du Euronext Paris ou Amsterdam. Vous avez la possibilité de le mettre directement, donc n'hésitez pas. Vous avez tous les filtres qu'il vous faut pour trouver vraiment l'ETF parfait, j'ai envie de dire, pour votre portefeuille. Une fois qu'on est dedans, comment trouver les informations intéressantes? Alors, dans un premier temps, première information qu'il faut prendre en considération, on y reviendra après, c'est le code ISIN. Le code ISIN, en fait, c'est si vous voulez la référence de l'ETF. Avec ce code, vous pouvez le retrouver partout sur Internet. Vous le copiez-collez et vous aurez un lien vers la société émettrice. Là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la taille du fonds. Donc là, on voit qu'on a 4317 millions d'encours sous gestion. La méthode de distribution, donc là, on voit qu'on est sur du capitalisant. La méthode de réplication, on retrouve la performance sur une année. Vous allez pouvoir aussi regarder la charte sur 3 ans, 5 ans ou au maximum. Ça va dépendre de l'ancienneté de l'ETF. Vous retrouverez en dessous la majorité des informations importantes. On retrouve d'autres parties encore sur la performance, mais cette fois-ci un petit peu plus approfondie. Donc là, on retrouve la performance sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, depuis sa création et toutes les années qu'on vient de passer, donc 2020, 21, 22, 23 et 24. On retrouve toute une section sur les risques. Donc là, ça va nous parler de la volatilité. Donc la volatilité qu'on a connue de la même manière sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans,
5 ans. Enfin bref, on retrouve les différentes volatilités. Ça nous permet de nous faire un ordre d'idée, même si ça ne présage pas des performances futures. C'est toujours important à prendre en considération. On retrouve les mêmes informations chez Xtrackers. On voit qu'on est sur une politique capitalisante. On voit qu'on a des frais à 0,19. Le fonds, on a 13 000 millions d'encours sous gestion. Donc là, c'est énorme. Ça fait 13 milliards. Ce sont des très très gros ETF. On retrouve encore une fois les performances. On retrouve la composition qu'on n'avait pas sur celui d'Amundi. Donc on a les 10 plus grosses entreprises du fonds. La répartition par rapport à la géographie et par rapport aux différents secteurs d'activité. Et enfin, on retrouve encore la performance, les risques, enfin bref, toutes les informations de base. Ce qui peut être intéressant à faire, du coup, c'est de les comparer. Donc pour les comparer, vous revenez en fait à l'accueil, vous cliquez sur Compare. Sur le second, Comparer aussi. Et là, vous voyez qu'en haut, on a un petit point 2 qui apparaît. C'est les deux ETF qu'on a sélectionnés et on peut faire Show Sélection. En faisant ça, on a le comparatif des deux. Donc là, on peut comparer, j'ai envie de dire, les critères de base de l'ETF, les frais moyens, l'encours sous gestion, et on a ensuite les performances par année. Donc on voit les différentes années, lequel a le mieux performé. Donc là on voit qu'en l'occurrence Xtrackers performe mieux. Alors il a cependant légèrement plus de risques, on va aller vérifier ça, mais ouais, donc on voit qu'il a en effet une meilleure performance, par contre des risques un petit peu plus élevés. Là on voit que sur 5 ans, la volatilité elle a été de presque 1% supplémentaire, enfin 0,7. Et on a pareil avec les graphiques, donc on compare les deux. Donc là on a celui de Amundi, celui de Xtrackers en rouge plus clair, donc on voit qu'il est légèrement plus performant, mais c'est vrai légèrement plus volatile, on voit des baisses un petit peu plus prononcées. Enfin, dernier élément, revenons au code ISIN dont je vous ai parlé, qui est relativement intéressant. On va revenir sur l'ETF d'Amundi et on va reprendre son code ISIN. Donc vous voyez qu'il est juste en dessous du nom, on clique dessus, copier, on va dans Google, on colle. Et le premier lien qu'on trouve, c'est tout simplement le nom de la société émettrice, donc Amundi. Lorsqu'on va dessus, on dit qu'on a un investisseur particulier, on accepte. Et là, on se retrouve sur la page de l'ETF. Alors là, on va avoir énormément d'informations. On va retrouver majoritairement les mêmes que sur Just ETF, puisqu'elles sont tirées de là-bas. En plus duquel, nous allons retrouver tout simplement les documents d'information clés. Alors, qu'est-ce que sont ces documents? Les documents d'information clés, c'est une réglementation européenne, donc le règlement UCITS, qui impose tout simplement, pour qu'un ETF soit vendu en Europe, qu'il soit soumis à cette réglementation et que tous les documents d'information clés soient remis à l'investisseur avant achat. Ces documents, de quoi il s'agit? On en a 3. On va avoir le prospectus de vente de l'ETF, le DIC, document d'information clé, et le reporting mensuel. On va regarder les 3 rapidement pour que vous puissiez comprendre de quoi il retourne. Le premier, c'est le rapport mensuel de l'ETF. C'est tout simplement un rapport qui nous reprend l'état de l'ETF, donc de sa composition, secteur géographique, secteur sectoriel, performance de l'ETF chaque mois. Donc on va retrouver la performance du mois, depuis 3 mois, depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, et depuis sa création. On retrouve sa performance mise en corrélation du coup avec l'indice de référence. Là, on voit en l'occurrence que le Amundi MSCI World a légèrement sous-performé, donc que ce soit depuis sa création. On voit que depuis le début, on est à moins 12%, donc c'est quand même relativement important. Il y a 5 ans, on était à presque moins 1% de performance. On voit que ça réduit un petit peu. Là, par exemple, le mois dernier, on était à moins 0,04% de performance par rapport à l'indice de base. Donc là, on voit en l'occurrence que la tracking différence, du coup, est légèrement moins bonne que l'indice de base. On retrouve en fait tous les gérants du portefeuille, toutes les informations par rapport à ça, quand il a été créé, la composition à l'heure actuelle, puisque ça peut être amené à bouger, toutes les informations de la SICAV, donc un ETF c'est une entreprise, donc on retrouve sa domiciliation, etc., etc. Le deuxième document, donc le DCI, document d'information clé, est un document intéressant à lire. Alors il ne va pas nous parler de performance ou quoi que ce soit, cependant moi je considère qu'il est essentiel à lire si vous voulez comprendre ce dans quoi vous investissez. En fait, il va reprendre tout simplement toute la base du fonds. Donc quand il a été créé, sa durée, pourquoi il a été créé, ce qui va répliquer l'objectif du fonds, les risques encourus par rapport au fonds. On voit qu'on va avoir une notation par rapport à ce fonds avec des conseils en investissement. Alors ça va prendre à tâtons encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses, mais on a quand même des conseils de base par rapport à cet ETF-là. Ce qui va se passer aussi si la société fait faillite, si la société émettrice fait faillite et qu'Amundi n'est pas en capacité de nous rembourser, eh bien comment ça va se passer? On retrouve toutes ces informations-là. Vous retrouverez aussi au sein de ce document les différents frais complètement détaillés avec ce que ça va vous coûter au fil des différentes années. Tout est détaillé dans ce document-là. Donc allez y faire un tour, c'est toujours intéressant de comprendre ce dans quoi vous investissez. Enfin, le dernier document, on ne va pas le feuilleter ensemble, c'est le prospectus de vente de l'ETF. C'est tout simplement un flyer. Alors en fait, il va reprendre tous les ETF de la gamme. Donc il va falloir trouver le vôtre dedans et ça va reprendre en gros les mêmes informations que le reporting mensuel.
Ça va vous refaire un détail de la performance depuis sa création, ses méthodes de réplication, ses frais de manière un petit peu plus grossière. Il est moins intéressant, je trouve, à lire en vous fiant tout simplement à la page de base de l'ETF de la société émettrice. Vous retrouverez toutes les informations que vous avez dans le prospectus. Normalement, avec toutes ces informations, les différents critères que vous devez prendre en considération et où les trouver, vous êtes maintenant équipé pour trouver les bons ETF. Reprenez votre stratégie, vérifiez quels ETF vous intéressent, allez les chercher, trouvez-les, comparez-les, et enfin, mettez-les dans votre portefeuille. Si tu souhaites approfondir encore un petit peu plus cet univers des investissements long terme et découvrir d'autres méthodes pour dénicher de petites perles rares au niveau des ETF, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!